et bienvenue à tous. Aujourd'hui se tient le 3e atelier des Jeudis Pays Protection intellectuelle dans le cadre d'un partenariat qui existe entre Pépite Île-de-France et l'INPI. Le Pépite 3EF est heureux de vous accueillir à l'espace coworking de la Centrif, qui est un espace de l'Université de Marne-la-Vallée. Voilà, l'atelier d'aujourd'hui va porter sur la protection d'une innovation technique présentée par Sébastien Darras, voilà, et à qui nous allons maintenant laisser la parole. Merci. Merci. Alors oui, bienvenue à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter aujourd'hui un petit peu la manière dont on envisage la protection des créations techniques. Vous allez voir, l'objectif c'est de vraiment présenter le système comme étant un outil. Je ne suis pas là pour vous présenter la procédure. Si vous avez des questions procédure, vous pouvez me poser des questions de procédure, mais l'objectif c'est pas celui-là aujourd'hui. L'objectif est vraiment de vous présenter un petit peu comment on aborde ce type d'outils et comment il s'intègre dans une stratégie globale de l'entreprise. Alors pour commencer très rapidement, je vais vous rappeler ce qu'est l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle, un établissement public financé de manière autonome, et on est l'organisme auprès duquel les entreprises, les particuliers vont faire des dépôts de marques, de dessins modèles qui protègent le design, mais également donc des brevets d'invention pour protéger ces inventions. On est réparti à peu près partout en France, et on a aussi une action en matière de contrefaçon et d'action internationale, donc on peut nous solliciter pour pas mal de questions, et on accompagne les entreprises également tout au long de leur création, et ensuite pour les aider à utiliser au mieux ces outils dans le cadre de leur maturation et de leur progression. Rapidement également, avant d'aborder, on va dire, la partie purement brevet, on va fonctionner un petit peu en entonnoir en fait. On va parler très rapidement de ce que c'est que la propriété intellectuelle, et la propriété intellectuelle, elle est partout. Ce sont des outils que vous rencontrez sans le savoir parfois, que ce soit à travers des technologies, là où on a par exemple la capsule Nespresso qui est brevetée. Ça peut être aussi des systèmes plus complexes. Dans les voitures, il y a pas mal de brevets également. Après, il y a toute la partie liée aux marques. C'est un produit, c'est un produit aussi, c'est un produit technique, mais c'est aussi et avant tout une marque qui est derrière déposée et qui assure le succès de ce type de produit. Et bien sûr, on peut aller, on va dire, sur les parties droit d'auteur qui protègent tout ce qui est création artistique, musicale et autres, et littéraire. Donc la propriété intellectuelle, c'est vraiment un très très grand ensemble. Au sein de cette propriété intellectuelle, c'est pas quelque chose non plus de récent. Bon, si on met à part les choses très très anciennes, la première législation en France, ça date de 1791. Donc ce sont des outils qui ont une histoire, et je le précise parce que en matière de brevet, l'histoire de la création de ces outils a un impact encore aujourd'hui sur la manière dont ces outils fonctionnent. En gros, la propriété intellectuelle, elle regroupe deux grands ensembles. Le droit de la propriété industrielle, c'est ce droit-là qui relève de l'Institut. Vous allez retrouver à l'intérieur les créations techniques, ce dont on va parler aujourd'hui, donc protection notamment des inventions. Il n'y a pas que ça, mais on met un peu de côté. La protection des signes distinctifs, notamment les marques, et la protection des créations esthétiques ou ornementales. On va parler de la protection par le dépôt de dessins et modèles. Et de l'autre, vous avez au sein de ce code de la propriété intellectuelle le droit de la propriété littéraire artistique, ce que vous connaissez sous le nom de droit d'auteur et droit voisin au droit d'auteur. Et donc là-dedans, on va retrouver la littérature, la musique, le cinéma, les logiciels, puisqu'en France et en Europe, les logiciels en tant que tels, le code, relèvent du droit d'auteur. Il n'y a pas de possibilité, comme on le verra également, de déposer de brevets sur les logiciels, sauf cas très particulier. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres législations, aux États-Unis notamment, où le brevet logiciel est tout à fait envisageable. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous situer déjà à la base, qui va être importante aussi en matière de brevet, c'est que les idées en tant que telles ne sont pas protégeables. Jamais. Quel que soit l'endroit où vous vous situez, que ce soit une idée, un roman, de la musique ou une création technique dans le cas qui serait éventuellement brevetable, l'idée elle-même n'est pas protégeable.
l'idée d'écrire une histoire d'amour n'est pas protégeable. Par contre, ce qui va être protégeable, c'est la manière dont cette idée va se concrétiser, va se matérialiser. C'est ce que vous allez créer qui est protégeable. Soit au titre des droits d'auteur, soit au titre des créations techniques, initiatives ou autres. Ça, c'est extrêmement important. Ça aura un impact, notamment, sur tout ce qui est innovation plutôt liée au service. Demain, vous voulez proposer un service de covoiturage, personne ne peut vous empêcher de proposer ce service de covoiturage. Demain, vous voulez proposer un outil de communication en faisant des échanges de photos instantanés, Snapchat ne peut pas venir vous en empêcher. Ce qui va être protégé, c'est son nom, éventuellement son logo, les couleurs qu'il utilise, l'interface, la manière dont il se concrétise, la manière dont il communique vers sa clientèle. Ça qui est protégé, mais pas l'idée elle-même. Jamais. Ça, c'est extrêmement important parce que ça va avoir évidemment un impact important également en matière de protection des créations techniques. Ce qui est important de savoir aussi, avant de passer sur la partie plus innovation technique, c'est que dans un produit comme celui-là, que personne ne connaît, vous allez avoir en fait pas mal de choses qui vont se cumuler. Et c'est là, on va dire, l'idéal théorique pour une entreprise, c'est en fait de cumuler un ensemble d'outils qui vont être autant de barrières pour le concurrent éventuel ou de difficultés pour ce concurrent pour ensuite attaquer le même marché. Et donc avoir des outils qui lui permettent d'avoir une avance concurrentielle d'une part, avec ses barrières, et puis des outils de défense de droit, puisqu'il ne faut pas oublier évidemment que la base, c'est la protection d'un titre de propriété industrielle, et donc c'est un outil de défense de droit devant un tribunal pour attaquer le contrefacteur. Donc barrière à l'entrée et puis outil de défense. Et donc vous voyez, dans ce type de produit, il y a plein de choses qui sont protégeables, soit déposables au titre du droit de la propriété industrielle, brevet, marque, dessin, modèle, soit également au niveau du droit d'auteur, et puis après des éléments de protection qui sont un petit peu plus exotiques et dont je ne parlerai pas forcément aujourd'hui, mais qui sont bien utiles pour les entreprises malgré tout. Oui ? J'ai du mal à faire la différence entre une idée et par exemple l'écran tactile. L'écran tactile n'est pas protégeable en tant que tel. Ce qui va être protégeable, c'est la technologie spécifique qui a été développée derrière pour permettre à cet écran d'être tactile. Si on regarde l'histoire, de toute façon, ce n'est pas Apple ni Samsung qui ont inventé l'écran tactile. C'est une entreprise française qui a inventé les premières tablettes tactiles d'ailleurs. Mais après, c'est pas pour ça que ça a empêché, on va dire, Apple ou Samsung derrière de proposer eux-mêmes leurs propres tablettes. C'est la technologie. Technologie qui après soit est verrouillée, c'est-à-dire que vous, c'est ce qu'on va voir dans l'intérêt du brevet, c'est que vous le verrouillez pour vous, vous êtes le seul, personne d'autre, ou il est verrouillé, vous êtes propriétaire, je veux dire, mais vous pouvez aussi l'ouvrir à d'autres, vous le louez. Un titre de propriété, c'est comme un terrain ou une maison, ça vaut pour la propriété industrielle comme pour un terrain ou une maison. La propriété industrielle, c'est un élément qui se vend, qui se loue, ou qui se garde, en fonction des besoins d'entreprise. Ce n'est pas du tout figé. Si on avance sur la partie plus innovation, on va continuer un petit peu mon entonnoir vers le système brevet en tant que tel. L'innovation, moi je la caractérise comme étant un produit nouveau n'existant pas sur un marché. Et c'est intéressant aussi d'avoir cette idée-là en tête, parce que l'innovation, elle peut être aussi l'amélioration ou la simple modification d'un produit existant. Si on prend un produit particulièrement basique comme celui-ci, et bien derrière, on peut avoir tout à fait des innovations de marché, pas forcément techno derrière, mais des innovations qui vont être mises sur le marché pour atteindre un public particulier. Alors on peut imaginer d'ailleurs que pour faire ça, il y a peut-être une machine particulière, peut-être un brevet d'ailleurs qui a été déposé pour permettre à, on va dire, de faire l'empaquetage de la botte de beurre dans ce packaging un peu particulier. Parfois des développements marketing amènent des développements techno, parce que le marketing a une idée, un beau produit, mais après il faut réussir à le faire. Et quelquefois ça débouche sur de la techno. Donc là aussi l'invention, la techno n'est pas forcément complètement indépendante de l'aspect marketing ou commercial de l'entreprise. Il ne faut pas imaginer qu'il y a d'un côté la recherche-développement
Et puis de l'autre côté, ceux qui vendent. Les choses sont beaucoup plus, on va dire, poreuses entre les deux systèmes. Un exemple d'ailleurs d'innovation qui ont pu être brevetées par le passé, vous avez une entreprise dans le cosmétique, une grande entreprise française dans le cosmétique, qui a déposé un brevet pour insérer des plantes dans des flacons de parfum, ou d'autres. Et ça, évidemment, ils n'ont pas eu l'idée, c'est pas quelqu'un de la recherche et développement qui a dit tiens, comment je pourrais faire pour mettre une plante dans un flacon? C'est plutôt les gens du marketing ou de la communication qui ont dit tiens, ça serait sympa d'avoir sur un rayonnage des flacons de parfum avec à l'intérieur une fleur ou une plante qui est déployée au sein du liquide. Par contre, si vous avez déjà vu la vitesse d'embouteillage sur des chaînes de production, vous imaginez la tête de la fleur ou de la plante si on la laissait, on va dire, sans rien. Ça serait de la miette, mais pas grand-chose d'autre. Et donc, il y a eu un brevet déposé par L'Oréal, pour le citer, qui était en fait en un ensachage de cette plante dans un film hydrosoluble qui en fait disparaissait une fois que la plante était insérée dans le flacon. Et ça permettait ainsi cet embouteillage à grande vitesse, sans abîmer la plante. Vous voyez, d'une idée un peu originale marketing, on est arrivé à un produit très technique avec un brevet derrière qui a déposé et qui aura permis d'avoir une double protection éventuellement sur l'apparence que le produit fini avait, et protection également sur la partie technique qui verrouillait un petit peu la possibilité pour d'autres d'utiliser la même technologie pour insérer la plante dans un flacon. Donc un concurrent a le droit de mettre des fleurs dans un flacon, mais il devra développer sa propre... Il devra le faire différemment, avec une autre techno, et il faudra éventuellement, s'ils ont protégé aussi la partie design, il faudra que l'apparence globale soit différente, pour qu'il n'y ait pas de confusion chez le consommateur. Et donc voilà, les entreprises vont utiliser différents éléments de la propriété industrielle et intellectuelle pour assurer, on va dire, la protection de leur investissement en fait, concurrentiel et marketing et technologique. Ce sont des outils de défense de droit et d'investissement. Ce qui est important également de savoir et d'avoir en tête, c'est que la propriété intellectuelle, c'est pas, et le brevet notamment, c'est pas un élément auquel on va réfléchir la veille du lancement du produit. Ça, c'est une très grosse erreur à éviter. C'est une démarche qui doit être prise très en amont du projet de l'entreprise ou du projet au sein de l'entreprise, et à la limite dès la phase de l'idée. Dès la phase de l'idée, c'est pas inintéressant de regarder si ce que vous avez comme idée existe déjà ou pas. Quand il y a une entreprise en phase de création ou une entreprise tout court, ça c'est un peu dommage de faire travailler ces ingés pendant 6 mois sur une techno si derrière cette technologie existe déjà. En termes de rentabilité, il y a mieux. D'une part, parce que ça évite d'éviter de réinventer ce qui existe, et d'autre part, ça peut éviter aussi de vous retrouver comme contrefacteur. Parce que si vous sortez un produit sur le marché et que vous n'avez pas vérifié que le produit existait déjà sous une forme proche ou similaire, eh bien vous pouvez être attaqué pour contrefaçon. Quand bien même vous ne l'avez pas fait exprès. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vu que vous n'êtes pas, on va dire, contrefacteur. Donc il y a des outils gratuits, on le verra à la fin de la présentation, qui permettent de faire cette vérification, la plupart du temps de manière gratuite, et puis éventuellement derrière de passer par des pros pour aller plus loin quand il y a nécessité. En phase de R&D, c'est pas mal d'assurer aussi la traçabilité de sa création. Le brevet arrive à la toute fin. Le brevet arrive une fois que le produit est quasiment dans sa forme définitive. Parfois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir été fabriqué, mais il doit être fabricable. Et que si vous êtes dans la version quasiment définitive, à ce moment-là, vous allez déposer le brevet. Si vous déposez le brevet trop tôt et que le produit que vous mettez sur le marché est différent que ce que vous avez mis dans le brevet, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Donc, entre-temps, il y a quand même un travail de R&D, éventuellement de recherche de partenaires, d'échanges, de dialogue avec des fabricants, avec des laboratoires, si vous n'avez pas la technologie vous-même. Donc, il y a des échanges d'informations, et c'est pas mal d'assurer cette traçabilité des informations que vous échangez, en conservant le secret d'une part. Donc là on parle il est important d'avoir en tête toute la partie contractuelle, les accords de confidentialité, les NDA, comme nos voisins anglo-saxons utilisent, et puis tout ce qui est datation des créations. C'est important de dater. Comme ça on peut savoir si votre création, vous l'avez mis 3 ans, 6 mois,
pour la développer, et donc ça permet d'avoir cette sécurisation. Cette sécurisation aussi qui va aller par rapport aux accords de confidentialité. C'est toujours pas mal, c'est toujours bien de mettre dans un accord de confidentialité que les informations qu'on présente, eh bien, elles ont été datées par enveloppe solo. Enveloppe solo, c'est un outil d'INPI que je vais vous présenter, ou un dépôt huissier ou autre, et donc avoir une traçabilité de cette création, de cette information. Alors, enveloppe solo, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler. L'enveloppe solo, sa forme originelle, c'est un outil qui commence à dater, il a été créé pour les bronziers d'art il y a pas mal d'années maintenant. C'est une enveloppe avec 2 compartiments dans lesquels vous glissez à l'identique votre création. Ça peut être du texte, limite c'est du papier. Hein. On reçoit, on perfore de part en part et ça permet d'avoir une date infalsifiable. Et donc ça permet de certifier, encore une fois, cette date de création. Si vous allez chez un huissier, ça a le même effet. En fait, hein. L'important, c'est de passer ce qu'on appelle par un dépôt probatoire, un dépôt qui fait preuve. Et donc là, l'INPI, dans le cas de l'enveloppe solo, a un rôle de tiers de confiance. On ne regarde pas on ne regarde pas du tout le contenu de l'enveloppe, ça ne nous regarde pas. On la conserve en copie de secours, puisque l'un des 2 compartiments vous est restitué. Aujourd'hui, comme on est un peu moderne malgré tout, vous avez l'accès à la e-solo, qui est la même chose, mais en version électronique. Et là-dedans, vous allez pouvoir stocker ce que vous voulez également. Ça peut être du texte, de la photo. Avantage de la e-solo, ça peut aller aussi sur du son et de l'image, voire du film, ce qui n'était pas le cas évidemment de notre antique enveloppe solo papier. Le prix est globalement le même, on est à 15 € pour l'enveloppe solo papier et 15 € pour les 10 mégaoctets de la e-solo. Sachant qu'après vous pouvez payer un peu plus, jusqu'à, il me semble, 300 mégaoctets au total par enveloppe. Donc ça permet de stocker du code, ce qui n'est pas intéressant, ce qui n'était pas le cas par exemple avant dans l'enveloppe solo et papier. C'était 5-6 feuilles maxi, donc du code sur 5-6 feuilles maxi, il faut vraiment écrire très petit. Là, l'avantage de la e-solo, c'est que vous pouvez balancer du PDF. Ouais. Donc, en phase de R&D, on assure la traçabilité et on assure la confidentialité des échanges d'informations par des accords de confidentialité ou des accords de partenariat si on va plus loin que la simple échange d'informations, bien évidemment. Une fois qu'on se lance, c'est là qu'il faut commencer à réfléchir sur qu'est-ce que je dépose. Est-ce que je dépose, oui ou non? Comment je vais déposer? Est-ce que je vais me protéger à l'étranger? Comment je vais faire pour me protéger à l'étranger, etc. Et donc, on va commencer à réfléchir à ces sujets-là et on va aborder ça un peu plus loin, hein, on va dire, dans ma présentation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois qu'on a déposé, ce sont des outils qui sont vivants. Et donc, il faut penser à maintenir les titres. Un titre de brevet, ça se paye tous les ans. Une marque, c'est tous les 10 ans. Si vous oubliez, il y a des possibilités de rattraper le coup, elles sont limitées. Et si vous oubliez, ça tombe. Et dans le cas du brevet, c'est définitif. Parce qu'un brevet, c'est une fois. Il faut le maintenir, mais ici, parfois, réfléchir, est-ce que ça sert à quelque chose de les maintenir? Un brevet, c'est 20 ans maximum. Si votre technologie est désuète au bout de 5 ans parce que vous êtes dans une technologie qui a évolué assez rapidement sur le marché, ça ne sert à rien de continuer à payer pendant 20 ans une techno que plus personne n'utilise. Surtout que le prix du brevet augmente tous les ans. On commence autour de 30 €, on finit autour de 700. Rien que pour les redevances perçues par l'Institut. Si à ça vous rajoutez les honoraires du cabinet qui vous accompagne, ça commence à chiffrer. Parfois, je rencontre des entreprises qui me sortent, disent ah oui, le brevet ça coûte cher. Ils me sortent toute leur liste de brevets, puis on fait un petit peu le point, puis ils me disent, je leur dis oui, alors ça, vous continuez, ça, il y a brevet il y a 15 ans, 16 ans, oh mais ça c'est un truc que techno n'utilise plus, ça, c'est complètement. Pourquoi vous continuez à payer? Donc ce sont des outils vivants, et donc il faut penser à les maintenir ou à les abandonner s'il y a lieu. Également, après, ça va en lien avec la valorisation du patrimoine, il faut voir si c'est des choses que vous gardez pour vous ou vous ouvrez à d'autres, mais ça on verra également plus en détail un peu plus loin. Et puis c'est un outil qui ne s'use que si on s'en sert, c'est-à-dire que avoir un brevet c'est très bien, mais si vous ne surveillez pas votre concurrence et si vous n'utilisez pas votre brevet, marque ou dessin modèle, puisque là on parlait de l'innovation de manière générale, si vous n'utilisez pas pour vous défendre, ça ne sert à rien. Il faut défendre ces droits. Parce que sinon vous avez un beau bout de papier, mais si vous n'utilisez pas pour éventuellement, on va dire, empêcher un contrefacteur de vous copier,
il y a des délais. Hein. Et au bout de quelques années, si vous ne le laissez faire, eh bien, vous ne pourrez plus, on va dire, agir. Donc il faut utiliser aussi l'outil en termes de défense. Est-ce que ça vous paraît clair, cette petite partie, on va dire, introductive sur la propriété intellectuelle et l'innovation? Pas de questions à ce moment-là? On va continuer à descendre un petit peu dans le niveau d'information. Et je vais vous parler plus précisément cette fois-ci donc de l'invention en tant que telle et du fonctionnement du brevet. Alors parfois on se pose des questions, c'est vrai que le brevet, à quoi ça sert? Souvent, il y a pas mal de questions qui se posent, ça coûte trop cher, c'est compliqué, les étrangers, les Chinois, on va dire, les Chinois c'est des méchants, ils vont me copier, je ne peux rien faire, c'est toujours les Chinois les méchants de toute façon, c'est bien connu. Le secret c'est mieux, voilà, c'est trop compliqué, l'INPI ça marche pas. C'est parfois vrai, on peut se poser des questions, mais l'important c'est, on va dire, d'essayer d'aller un peu plus loin que ces simples préjugés, et pour ça, on va déjà repartir sur la base du fonctionnement et la base du système. Et c'est pour ça qu'on va revenir un petit peu après à ce que je vous expliquais par rapport à 1791 notamment. Déjà, le brevet, qu'est-ce que ça protège? Ça protège une invention. S'il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de brevet. Ça, c'est le premier critère. L'invention, on la considère, il n'y a pas de définition légale de l'invention, mais l'invention, on va la considérer comme étant une solution technique à un problème technique. Et d'ailleurs, si vous avez un jour la curiosité de lire un brevet, vous verrez que le brevet est structuré toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'on va parler du problème technique que vous avez identifié, des solutions existantes, pourquoi ces solutions existantes ne sont pas forcément les plus performantes, en quoi votre solution apporte des améliorations qui permettent de résoudre les problèmes techniques. Tous les brevets sont structurés de la même manière dans la première page. Toujours. Ça simplifie d'ailleurs fortement la compréhension du brevet une fois qu'on a compris que le brevet était structuré de cette manière-là. Quel problème? Quelles sont les solutions existantes? Les problèmes restants, éventuellement, et en quoi ma solution est la mieux? Et ensuite, hop, on décline et on déroule tout le fonctionnement du brevet, tout le fonctionnement de l'invention, pardon, et sa description, puis ensuite ce qu'on appelle les revendications, qui sont les points de propriété plus juridiques. Donc déjà, un brevet, c'est une invention. Le brevet est un droit exclusif. Donc c'est donc un droit d'interdire. C'est un monopole. Il va être défini pendant une durée qui est fixe, limitée dans le temps. 20 années, aujourd'hui en France et en Europe, c'est 20 années maximum. Pas plus. Sauf dans le cas particulier des produits médicamenteux, des produits pharmaceutiques, qui eux bénéficient de 5 années de plus pour prendre en compte les délais de mise sur le marché. Parce qu'il y a des essais cliniques qui se font, et donc évidemment, ils ne profitent pas des 20 ans d'interdiction, puisqu'ils déposent le brevet, mais ensuite il faut faire toute l'autorisation de mise sur le marché. Donc ils ont droit à un certificat complémentaire de protection de 5 ans, mais c'est le cas particulier. Sinon c'est 20 ans, 20 ans max. Le marché, il est défini, vous allez définir un territoire. La France, l'Europe, l'international, et évidemment, c'est une stratégie qu'il faudra définir également en fonction de vos besoins. Il n'y a pas de brevet mondial. Enfin, les entreprises qui me voient, il faut déposer dans le monde. Le monde, c'est grand. Donc, on définit sur ces marchés, les marchés sur lesquels on veut aller, soit seul, soit éventuellement avec un partenaire. D'où il y aura donc la réflexion aussi avec qui je travaille, éventuellement. Et l'invention, elle est déterminée en fonction de ses revendications. On ne dépose pas, encore une fois, quelque chose de trop général, on dépose une invention qui vous est spécifique et pour lesquelles vous allez réclamer des éléments de propriété particuliers. Les revendications dans un brevet, en fait, vous avez deux parties. Rapidement, la description, qui décrit l'invention, sur laquelle vous allez donner tous les détails, on va dire, de sa réalisation, et puis les revendications, qui est particulièrement plutôt juridique. Les revendications, c'est comme les petits piquets d'une clôture d'un terrain. Elles sont numérotées d'ailleurs, on parle de revendications, numérotées 1, 2, 3. Et elles vont vraiment définir la portée juridique de votre propriété. Et c'est ça qui est le plus important, et c'est là où souvent les cabinets ont un rôle important également dans votre accompagnement, parce que
Si la partie description, souvent, c'est vous qui connaissez votre produit, le cabinet va souvent le réécrire un petit peu avec une sauce juridique, et puis il va compléter un peu cette description, rajouter des schémas spécifiques. Mais le travail le plus important, c'est comment bien définir sa propriété. Quel est le terrain que je peux occuper parmi tous les terrains qui sont éventuellement déjà occupés par d'autres. Et donc, c'est pour ça, parfois l'invention, vous avez une invention un peu globale, et vous allez revendiquer que des éléments spécifiques au sein de cette invention. Ou alors, vous allez éclater éventuellement l'invention en plusieurs brevets. On va parler après de groupes de brevets, par exemple, de grappes de brevets. Plutôt que de breveter un fer à repasser en un seul morceau, vous allez poser 50 brevets sur 50 éléments du fer à repasser. Ce qui va évidemment créer un champ de mine pour le concurrent. Évidemment, quand on commence à pouvoir déposer 50 brevets, c'est qu'on a quand même les moyens de le faire. Donc après, c'est une autre stratégie. Le brevet, qu'est-ce que c'est en fait? Et là, on va reparler de 1791, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. C'est un contrat social. Ça vous paraît étonnant, mais le brevet est un contrat social entre un inventeur et la collectivité. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment issu, on va dire, de la législation initiale. 1791, Révolution française. Donc ce sont les idées libérales qui commencent à s'appliquer. Avant, vous ne pouviez pas fabriquer un machin dans votre garage et commencer à le vendre. Il fallait faire partie d'une corporation, ou alors avoir un privilège, une lettre patente, de la part de ce bon roi de France, qui vous autorisait à. Le terme patente d'ailleurs reste. Et le terme brevet en langue anglaise. Sinon, niet. Vous ne pouviez pas fabriquer la lampe à huile ou la mèche de lampe à huile et la vendre à votre propre bénéfice. La Révolution, tout ça c'est par terre, libre concurrence. Le législateur, il s'est dit, quand même, c'est très pas mal que celui qui fait un effort de créativité, qui fait un petit effort de création, il ne soit pas copié de manière immédiate par son petit voisin. Et donc, le législateur a introduit une exception à la libre concurrence, et le brevet est un droit d'exception qui va accorder un monopole, le monopole c'est toujours une exception, un monopole à son créateur. Aujourd'hui, il est de 20 ans, la durée a évolué dans le temps, aujourd'hui c'est 20 ans. Et donc le brevet, c'est ça, c'est le législateur qui s'est dit, voilà, pour bénéficier, avoir un bénéfice de la création, de cet investissement personnel, ou financier, maintenant une entreprise évidemment elle investit en R&D pas mal d'argent sur une création, il est normal qu'elle ne soit pas immédiatement copiée, donc on accorde un monopole pour une durée déterminée. C'est un outil de propriété, et donc c'est le même principe que pour un terrain, une maison qui s'applique, ça peut se vendre, ça peut se louer. Alors nous on va parler de cession et de concession de licence, c'est la même chose. On va pas parler de loyer, on va parler de droit de vente, de royalties si vous préférez. C'est exactement la même chose. Un brevet, ça se donne, ça se vend, ça se loue. Après, les problématiques fiscales, je ne rentrerai pas dedans, mais ça c'est autre chose. Mais vous avez la possibilité d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez être propriétaire à plusieurs. Et donc, comme dans une maison, si vous n'avez pas fait de contrat de copropriété, s'il n'y a pas de contrat, c'est l'indivision qui s'applique. Donc on est vraiment dans le même principe de base du système de la propriété. Et si vous aviez un juriste dans la salle, ce que je ne suis pas, il vous dirait qu'on est sur le principe de l'usus, fructus et de l'abusus, qui sont les trois principes de la propriété, et qui s'appliquent à la propriété industrielle. Et c'est un droit également de se défendre. Donc vous avez droit, avec votre titre de propriété, en disant, voilà, ça c'est chez moi, lui il rentrait chez moi, il m'a copié, et donc vous avez un droit de vous défendre contre les contrefacteurs. À partir du moment où on parle de contrefaçon, c'est qu'il y a un droit de propriété intellectuelle. Il n'existe pas de contrefaçon s'il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle. Le terme contrefaçon est très précis à ce niveau-là, et c'est important, c'est vraiment un droit particulier qui est toujours rattaché à un droit de propriété intellectuelle. Pas de droit, pas de contrefaçon. Ce qui est important et pourquoi je vous en parle, parce que ça c'est important pour les entreprises et pour la stratégie, la réflexion que vous allez avoir en matière de brevet ou pas de brevet, c'est qu'il y a une contrepartie. Et c'est pour ça qu'on parle de contrat social. La contrepartie, c'est Lester a dit, c'est très bien, monopole d'exploitation, exception à la libre concurrence, mais en contrepartie, on veut tout connaître. Le deal, c'est qu'en contrepartie de ce droit très fort qui vous est accordé, vous êtes tenu de donner l'information la plus exhaustive possible pour que l'homme de métier soit capable de reproduire votre invention à la lecture du brevet et de ses propres connaissances. Il n'y a pas de secret dans un brevet.
Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Parce que dans certains cas, certaines entreprises, quand on est plus sur des problématiques de savoir-faire, peut-être qu'elles n'auront pas forcément intérêt, effectivement, à aller vers un brevet. Parce que ce savoir-faire, s'il est divulgué, il est perdu. Et puis il est perdu, enfin, il est vrai, oui, pendant 20 ans, mais au bout de 20 ans, il est accessible à tout le monde. Puisque le deal, c'est qu'une fois que le brevet est tombé dans le domaine public, donc au bout de 20 ans maximum, ou moins, il y a reproduction possible, sans qu'on vous demande quoi que ce soit. L'invention est libre. Libre de droit. Alors je m'y baisse des prix, parce que souvent ça coûte moins cher évidemment de reproduire quelque chose que vous avez trouvé sur une étagère que de l'avoir inventé par vous-même. Les médicaments génériques sont moins chers que les médicaments initiaux, parce que ce sont des copies en fait de molécules qui sont tombées dans le domaine public. Ils ont pris la recette, copier-coller. Donc ça coûte moins cher évidemment. Ils n'ont pas à supporter tous les coûts de recherche et développement que le laboratoire initial a pu avoir. Et ça, c'est donc un élément très 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 important en matière de droit. Monopole très puissant, droit très puissant, mais en contrepartie, cette diffusion de l'innovation au sein de la collectivité, l'objectif global étant de créer une espèce de cercle vertueux en récompensant l'innovation, en permettant la diffusion des connaissances, qui était aussi une nouveauté, puisqu'à l'époque, les corporations conservaient secret leur méthode. Et là, ça permet d'ouvrir à tout le monde l'information, et à vous, éventuellement, de vous inspirer du travail des autres pour apporter des améliorations qui seront elles-mêmes brevetables. Un brevet, ce n'est pas forcément une innovation de rupture. Un brevet peut porter sur une amélioration importante d'une technologie existante. Encore une fois, on ne protège pas l'idée, mais la technologie que vous avez développée. Si le problème rencontré, identifié, c'est ouvrir une porte, vous avez posé un brevet sur les gonds, ça ne va pas empêcher quelqu'un de déposer un brevet sur une glissière. Et après, c'est le jeu du marché qui fait que le consommateur va préférer telle ou telle solution technique à une autre. Ça vous paraît clair ? Ce qui est important de savoir aussi, rapidement, c'est que globalement, on peut déposer pas mal de choses. Ça peut être encore une fois un produit, un procédé, ça peut être un dispositif, ça peut être une application nouvelle également. Donc vous voyez, le brevet, c'est pas ce que je vous disais à l'instant, forcément quelque chose de l'invention du siècle. C'est pas ça le principe. Le brevet est un outil qui permet à une entreprise de protéger un élément qui lui permet de se différencier sur le marché et d'avoir une avance commerciale, concurrentielle. Si un élément technique que vous avez identifié, même minime, mais qui est l'élément par lequel tout le monde doit passer pour pouvoir réussir à obtenir ce résultat, vous verrouillez cette petite brique-là, tout le monde passe par chez vous. C'est ce qui intéresse parfois les entreprises dans le domaine des télécommunications, par exemple, ou des nouveaux formats. Elles vont chacune développer une brique techno, puis après se mettre ensemble, et puis créer une norme. Une norme LTE pour les télécommunications, c'était le cas pour le DVD Forum, pour le DVD en son époque, ou le Blu-ray plus récemment. Ce sont plusieurs entreprises qui ont chacune leur petite brique, mais la brique seule, ça ne peut-être pas grand-chose, mais c'est un élément indispensable pour que les autres fonctionnent. Donc ils se mettent ensemble, puis après chacun se partage le pain du gâteau. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le dur, parce que j'ai expliqué un peu le principe. On va parler également, je vais vous présenter un petit peu les critères de brevetabilité. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous faire présenter la procédure en tant que telle, ce n'est pas lieu aujourd'hui. Je pourrais le faire, mais je pense qu'au bout de quelques instants, tout le monde s'enfuirait. Ce n'est pas vraiment le plus intéressant, en tout cas pas aujourd'hui. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête un petit peu l'esprit du système pour vous permettre ensuite, on le verra, de faire les meilleurs choix. Il faut savoir qu'il y a plusieurs critères pour obtenir un brevet. Un brevet s'obtient auprès de l'INPI si vous respectez ces 3 critères, en plus du fait que c'est une invention. Si ce n'est pas une invention, évidemment, ça va aller très vite. Et si c'est une invention et qu'elle rentre dans le champ du brevetable, eh bien, il faudra qu'elle respecte ces 3 critères. Le premier, le critère de nouveauté, il est super important. Parce qu'il est regardé par l'INPI au moment de l'examen, mais il faut aussi que vous le regardiez avant.
Il faut savoir que le brevet a besoin d'une nouveauté qui est absolue. Il ne faut pas qu'il y ait de techno existantes, soit brevetées, soit qui aient été commercialisées, ou qu'il y ait une communication antérieure. Que cette communication soit de fait d'une autre entreprise ou de vous-même. Si vous commencez à aller présenter votre produit sur un salon américain et que vous revenez en disant « chouette, ça a bien marché, j'ai un bon retour, je vais le déposer en France », c'est mort. Alors nous, on ne le verra pas à l'INPI, évidemment, vous n'êtes pas allé parler sur un salon. Hein, c'est pas notre job, on ne peut pas le savoir. Mais par contre, le concurrent, lui, le saura très vite. Et puis, il pourra, comme ça, bien dire, démolir votre brevet le jour où vous voudrez l'utiliser. Pas de communication orale, pas de publication, on ne présente pas, on ne vend pas, on ne co-présente pas son produit, évidemment, avant la date de dépôt de brevet, quelle que soit la date, quel que soit le lieu, quelle que soit la langue. Il n'y a pas de limite géographique à cette obligation de nouveauté. Alors vous allez me dire, oui c'est très sympa, mais comment je fais quand je veux partager avec des partenaires? C'est là qu'on revient aux problématiques de secret, de confidentialité, les NDA de tout à l'heure, les accords de confidentialité, et les problématiques de datation dans le temps de ces créations qui permettent d'assurer cette confidentialité s'il y a à un moment donné des échanges. C'est bien sûr, vous avez besoin d'échanger avec des partenaires éventuels ou des prestataires, hein, si ce sont des sous-traitants pour fabriquer tel ou tel élément que vous ne maîtrisez pas, ou vous ne maîtrisez pas la fabrication. Mais toujours dans le cadre d'accords de partenariat ou d'accords de secret. Et donc là, évidemment, vous sortez de cette auto-divulgation que je vous présente. Mais c'est un élément important. Pour montrer jusqu'où ça peut aller, il y a eu le cas il y a pas mal d'années maintenant, mais qui est assez mémorable, où les tribunaux ont estimé que le simple fait qu'une thèse ait été publiée, qu'elle ait été mise dans une bibliothèque, quand bien même personne ne l'aurait empruntée, ne l'aurait lue, le simple fait, alors c'était avant Internet, hein, je commence à faire vieux, mais le simple fait que cette information ait été rendue accessible au public a fait tomber le brevet du grand laboratoire français public qui l'avait déposé. Vous voyez, ça peut aller très loin. Parce qu'évidemment, quand vous avez... Alors ça, c'est apparu le jour d'un procès en contrefaçon. C'est le jour où vous attaquez quelqu'un, que l'autre va se défendre. Et puis il va gratter avec son avocat, essayer de trouver les failles. Et là, il y avait une très grosse faille. Donc le but du jeu, évidemment, c'est de limiter les failles potentielles dans le cadre d'un procès qui n'arrivera peut-être jamais. Mais on est là, encore une fois, dans un outil qui nécessite une anticipation. Il y a un deuxième critère qui est assez simple, l'application industrielle. Votre invention doit être réalisable, fabricable dans tout domaine de l'agriculture et de l'industrie. Il faut que ça ait encore une fois une application. Alors attention, nous on ne vérifie pas si elle est fonctionnelle. Si votre invention explose à la tête de votre client, ce n'est pas le problème de l'INPI. Et si elle ne marche pas, et si elle ne fonctionne pas, ce n'est pas notre problème non plus. Là, au niveau du brevet, il faut qu'elle soit réalisable. J'avais un client il y a quelques années, il avait développé un système de vélo avec un retour de force mécanique, puisqu'il voulait faire un système qui soit ni électrique ni thermique, pour pouvoir monter plus facilement dans les côtes. Sauf que bon, il y avait des positions de brevet et il s'était rendu compte que tous les 4 coups de pédale à l'avant, en avant, il fallait pédaler en arrière pour dépistonnner le piston, quoi. Le brevet, il l'a obtenu, hein. Après, commercialement, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment l'idéal. Donc on est encore une fois sur quelque chose qui est sur le réalisable. Si vous avez curiosité d'aller voir dans certaines vieilles machines-outils, dans certaines vieilles industries de mécanique notamment, vous verrez parfois breveter SGDG sur des machines, sans garantie du gouvernement. Ça, c'était à l'époque où l'INPI n'existait pas encore. C'était un office du ministère. Et donc, vous aviez cette mention, SGDG, sans garantie du gouvernement. Si la machine explosait ou abîmait un ouvrier, eh bien, ce n'était pas du tout la faute du gouvernement, puisque nous, on se dégageait de nos responsabilités. C'est toujours le cas, hein, même si on ne l'est plus. Alors que c'est plus le gouvernement, puisqu'on est établissement public indépendant, mais même si on est sous tutelle, bien sûr. Mais donc, on n'a plus cette mention-là, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a un troisième critère qui est le plus difficile à appréhender, mais qui est aussi le plus important.
C'est pas le plus important forcément pour le côté formel. Encore une fois, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de la procédure en tant que telle. Il est important en termes de stratégie, vous allez voir. L'activité inventive. Vous avez vu ce petit libellé. L'invention ne doit pas paraître évidente, ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme de métier. C'est très sympa à dire comme ça, mais après il faut peut-être une traduction. C'est est-ce que votre invention, elle n'est que la combinaison de choses connues. En fait, avec l'activité inventive, on va essayer d'évaluer votre effort créatif. Ce que vous avez apporté réellement à la technologie. Est-ce que vous avez juste pris des choses connues, habituelles dans votre domaine, vous avez combiné une gomme, un crayon, un papier, je mets ensemble. C'est pas brevetable. Parce qu'il est évident pour l'homme de métier d'associer le moyen d'écrire à son moyen d'effacer. Ça serait rejeté. Et donc, il y a tout un arsenal d'indices d'activités inventives qui seront regardés par les juges. Pourquoi par les juges? Parce qu'aujourd'hui en France, même si ce sont des choses qui ont changé dans le cadre des évolutions de la loi Pacte, aujourd'hui, à l'INPI, on examine votre brevet sur ces critères-là, mais on n'est pas à la possibilité de rejeter votre brevet si vous ne respectez pas cette condition. On va vous le dire, on va dire votre brevet activité inventive niet, vous pouvez nous répondre flûte. Voilà. Et vous obtenez votre brevet. Ce sont des choses qui vont par contre bien évoluer dans les mois, années qui viennent avec la loi Pacte, puisque la loi Pacte introduit notamment, devrait introduire, enfin, introduit, maintenant il faut que ça passe, on va dire, dans les décrets et les ordonnances, mais la loi Pacte va introduire l'examen d'activité inventive, et tout cas la possibilité pour l'INPI de bloquer le brevet à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc lui, c'est le juge. Et comment ça se passe en fait? Vous allez devant le juge, vous avez quelqu'un, un contrefacteur qui vous a copié. Et vous dites, voilà, c'est un affreux, il m'a copié, mon invention, c'est à moi. Et l'autre en face va dire, oui, madame le juge, l'invention était nouvelle, elle n'existait pas sur le marché, effectivement. Je n'ai pas réussi à la voir sur le côté nouveauté. Il va dire, madame le juge, l'invention n'avait pas d'activité inventive. N'importe lequel de mes techniciens aurait pu aboutir au même résultat avec ses seules connaissances, la R&D derrière, ça vaut rien. Alors vous, allez dire, si, pas possible. J'ai mis 4 ingénieurs, ça m'a pris 3 ans pour développer le produit, et la juge va vous dire, prouvez-le-moi. Pas de chance, vous n'avez pas d'enveloppe solo, vous n'avez pas de cahier de laboratoire, vous n'avez pas d'outil de datation, vous n'avez pas assuré votre traçabilité. Votre brevet vaut rien. Le brevet est un outil super important, très très puissant pour la défense de droit, mais tout seul, il ne se suffit pas lui-même. Il faut être aussi en mesure, notamment, c'est un exemple extrême et évidemment un peu caricatural que je vous présente, hein. Dans les faits c'est toujours un peu plus subtil que ça, mais il y a un des indices d'activité inventive qui est retenu, c'est la durée de réalisation. Donc il faut être en mesure de prouver voilà, que oui, ça vous a pris 3 ans pour la réaliser, vous avez dû embaucher un ingénieur supplémentaire, ou faire appel à une thésard en cifres, vous avez dû faire appel à un laboratoire d'université machin, parce que oui, vous manquez une compétence en nanotechnologie, et donc démontrer cette activité inventive, démontrer cet effort créatif qui a nécessité quelque chose qui n'est donc pas évident pour cet homme de métier. C'est un travail qui est important, qui est difficile à montrer devant un tribunal, mais évidemment, il est encore plus difficile si vous avez arrivé les poches vides avec juste votre petit papier brevet. Si c'est ça, le petit papier brevet, vous le mettez au-dessus de votre cheminée, il vous sert qu'à ça. C'est très joli, mais il ne faut pas vendre le brevet comme diplôme. Hein. C'est vraiment un outil. Donc, très très important, et donc ça rebondit sur ce que je disais au préalable, très important d'avoir en tête l'anticipation sur peut-être que j'aurai un brevet. Alors oui, c'est parfois un peu contraignant parce qu'on va devoir déposer des enveloppes solo. Cahier de laboratoire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé par le passé, ça se fait souvent, moi je l'ai connu dans l'industrie chimique ou pharma, le technicien de labo, il va noter, l'ingénieur aussi, ce qu'il fait de sa journée. Ce sont les essais, les tests, et vous avez, c'est un cahier qui est, on va dire, standardisé, il est broché, les pages sont numérotées, vous ne pouvez pas arracher des pages, il est signé en bas de page par l'opérateur, il est contre-signé par quelqu'un d'extérieur au projet de manière régulière. Donc ça a la même valeur qu'une enveloppe solo, hein, puisque c'est un outil qui est standard. Et ça permet d'assurer encore une fois cette traçabilité, démontrer cette traçabilité dans le temps. Donc ça a des contraintes, parce qu'il faut y penser. Et parfois on met en place des enveloppes solo, des accords de confidentialité, des cahiers labo, alors qu'il n'y aura peut-être pas de brevet au bout du compte.
Sur tout ce qu'on fait, on se rend compte que le marché n'est pas mature, que le projet qu'on avait, bon, il faut le réorienter. Mais si vous avez le brevet, au moins vous l'avez construit sur quelque chose de solide. Hein, le brevet, c'est la clé de voûte de la construction. C'est juste une clé de voûte. Si vous n'avez pas toute la structure autour, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que vous avez éventuellement des petites questions à ce niveau? Oui, j'ai une question du live Facebook. En cas de concept d'interview vidéo, difficile de déposer un brevet, une enveloppe solo à l'INPI suffit-elle? Donc, c'est un concept d'interview vidéo? Alors, ça peut être une enveloppe solo quand on veut protéger. Alors, c'est pas protéger l'idée en tant que telle, mais ça va permettre de protéger, encore une fois, ce qu'on pourrait être amené à échanger avec un partenaire, par exemple un vidéaste ou une structure avec qui on va travailler. Parce qu'on arrive avec effectivement un concept, une idée, on va échanger de l'information, et donc l'enveloppe solo, elle va être utile pour protéger cette information. Parce qu'une fois qu'on a donné une information, cette information, on ne peut pas la reprendre. À moins de couper la tête de la personne en face, c'est un petit peu difficile. Hein, donc il faut être en mesure de garantir cet échange d'informations. Donc là, l'enveloppe solo peut être intéressante. Au-delà de ça, ça ne protégera pas l'idée, le concept en tant que tel. Ce qui pourra protéger le concept ou la manière dont ce concept va se réaliser, c'est éventuellement s'il y a un environnement graphique qui est particulier, un aménagement de l'environnement avec des couleurs qui sont spécifiques, qui caractérisent en fait ces interviews. Voilà, après, c'est plus du droit d'auteur qui va s'appliquer par rapport au style de l'interview, et éventuellement le nom. Si imaginons une chaîne YouTube, elle va avoir un nom qui peut être déposé à titre de marque. Peut avoir une mascotte ou une représentation illustrée du vidéaste qui va être également déposée à titre de mascotte ou de marque. Ce sont les éléments qui permettent encore une fois c'est pas le concept, mais c'est la manière dont le consommateur ou le client va percevoir en fait l'idée, ce que vous vendez, en fait, même si que ce soit gratuit ou pas, peu importe, hein, que c'est ce que vous vendez à votre interlocuteur, l'histoire que vous lui racontez qui peut être protégée à différents moyens, soit la partie graphique, soit la partie marque, ou éventuellement des éléments de droit d'auteur si vous avez des séquences qui se répètent. Une émission d'interview avec des séquences très identifiées, avec du rubricage très identifié, avec un petit jingle qui sépare ces différentes rubriques, ça pourrait être envisageable. Ça, c'est des choses qui font partie du droit d'auteur. Parce qu'il y a des séquences qui constituent des différents points d'étape qui sont identifiables. Donc là, on est plus dans le domaine du droit d'auteur, mais ce n'est pas du brevet, clairement. D'autres? Alors il va y avoir un petit peu de redite par rapport à ce que je dis, mais le brevet, c'est effectivement un outil avec de multiples facettes, hein, comme vous l'avez compris. Hein, c'est pas juste un bout de papier qu'on dépose pour se faire plaisir. C'est le principe, je mets au milieu, mais on va commencer par celui-là, tant pis. Le principe de base, effectivement, c'est l'arme défensive. Le brevet a été conçu comme ça, c'est un monopole avec un droit d'interdire. C'est chez moi. Ça, c'est de moins en moins, malgré tout. Vous avez surtout l'utilisation comme arme de dissuasion. Ça fonctionne très bien. On va considérer que globalement, la somme que vous avez mis vous sur le tapis pour déposer votre brevet, c'est la somme que le concurrent va devoir investir pour analyser ce brevet. Une fois que vous avez déposé votre brevet, vous devez fournir l'information et vous n'êtes pas obligé non plus de donner tout le détail à 100% précis. Hein, dans le domaine de la chimie, vous avez donné des échelles. Alors ce que vous n'avez pas le droit dans le brevet, c'est de dire voilà, il faudra touiller la mixture entre 0 degré et 800. Ça non. Par contre, vous pouvez donner une échelle raisonnable. Entre 20 et 30 degrés, par exemple. Donc, il y a, on va dire, une norme de dissuasion parce que le concurrent, ce qui peut arriver, c'est qu'il va voir, vous avez votre brevet, il va dire oui, bon, ce brevet, il m'ennuie. Je soupçonne qu'il ne vaut pas grand-chose, mais ça va me coûter trop cher pour le démontrer. Ouais, je laisse tomber. Et donc, arme de dissuasion. C'est aussi, dans certains cas, alors même si c'est peut-être pas, on va dire, le brevet que moi, en tant qu'INPI, je préfère. Moi, je préfère bien les beaux brevets bien technologiques qui apportent une vraie valeur ajoutée par rapport à la technologie. Mais un brevet, c'est aussi un moyen de valoriser l'innovation au sens où c'est un indicateur de dynamisme.
on va mettre breveté sur le produit parce que ma clientèle, elle est sensible à cet élément-là, parce que pour ma clientèle, breveté égale innovant égale c'est super. Et évidemment, quand on dépose un brevet juste pour de la com, on ne dépense pas la même somme que pour un brevet ultra défensif. Par contre, il faut assumer le fait que, éventuellement, votre brevet, vous avez fait le minimum pour respecter les conditions d'obtention, mais il ne faut pas grand-chose devant un juge. Et vous n'utiliserez jamais devant un juge. Un peu de dissuasion, et puis surtout, vous mettre, voilà, breveté. Ça vous fait plaisir. Et puis ça fait plaisir au client. Et après, vous mettez la pub avec le shampoing machin, avec la molécule tartempion, breveté, puis là, le client dit « Waouh, c'est super ». Et donc, ce sont des stratégies qui vont être différentes. Ah, bien sûr, après, on peut avoir un brevet qui va couvrir le tout. Mais on peut moduler l'utilisation du brevet en fonction de ses besoins et en fonction de la manière dont on appréhende le marché et la clientèle, encore une fois. Et bien sûr, ça peut être aussi une arme intéressante en matière de partenariat, puisque je vous l'ai expliqué. Alors, on est là aussi pour pouvoir négocier. C'est un outil, pardon, c'est ici, un outil qui s'échange, qui peut se louer. Et donc, une entreprise, par exemple, qui a une capacité de production de 100 unités, mais qui détecte un marché potentiel de 1000, c'est quand même dommage qu'ils se disent bah, c'est à moi, je m'en fous, je garde mes 100 pour moi et puis tant pis pour les autres. Le brevet n'est pas forcément servir qu'à ça. Vous pourrez être aussi possible, en capacité de pouvoir le proposer à des partenaires, éventuellement concurrents, mais qui vont vous permettre d'attaquer des marchés plus larges. Et après, c'est du cash qui rentre, parce que c'est une licence. Il faut une commerce à votre place. Donc ça peut être aussi un outil intéressant pour une entreprise pour développer ses revenus en fait, en matière de valorisation. Et puis, on l'oublie souvent, mais le brevet est aussi un outil super intéressant en matière de veille techno. Je pourrais entrer un peu plus loin les différentes bases qui existent pour faire ces recherches par vous-même, si vous aviez un intérêt à le faire. C'est une source qui est super intéressante d'information. On considère qu'à peu près 80% de l'information scientifique et technologique mondiale se retrouve dans l'information brevet, dans toute la littérature brevet, qui est une littérature qui est libre et gratuite. Et quand je dis libre, c'est libre. Plus qu'un logiciel ne pourra jamais être. Le brevet, il fait 50 pages, vous téléchargez les 50 pages, vous le collez sur votre page Facebook, vous le distribuez dans la rue, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le document, en lui-même, il n'y a pas de droit dessus. Ce qui est interdit, c'est de reproduire l'invention à des fins commerciales. Vous pouvez la reproduire à des fins de recherche, vous pouvez la reproduire dans votre garage si vous voulez l'utiliser pour vous-même. Et tant que ce n'est pas une activité commerciale, il n'y a pas de problème. Et l'information brevet en tant que telle, encore une fois, le fascicule brevet, quand bien même il fasse 100 pages ou 50 pages, il est complètement libre et l'information elle est gratuite parce que les bases de données donnent l'information gratuitement. Après, la difficulté, c'est pas de trouver l'information puisque la somme d'informations est effectivement très très importante. Pour finir sur, encore une fois, cette partie brevet et stratégie, donc ça va reprendre globalement, ça résume ce que je vous ai présenté, pardon. C'est, voilà, avant de se lancer, il faut se poser les bonnes questions. Le brevet, c'est un outil ça s'adapte à un besoin. Si moi je vous ai amené un beau marteau, si votre besoin c'est de scier une planche, le marteau ne va pas vous servir à grand chose. Excusez pour cette comparaison un petit peu nulle et triviale, mais globalement c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on va se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'existant? Est-ce que donc il y a une activité inventive? Est-ce que mon invention peut être facilement copiée? Si c'est oui, c'est vrai que le brevet peut être intéressant. Vous déposez un stylo, le contrefacteur ou le concurrent le loue, l'achète, le démonte, et par rétro-engineering, c'est super facile de comprendre comment vous avez fait. Et donc là, c'est pas mal de verrouiller. Si au contraire vous avez une techno très très pointue, que même en l'achetant, même en l'analysant, il ne comprend pas comment vous avez réussi à le faire parce qu'il y a du savoir-faire très particulier derrière, la question du secret peut se poser. Est-ce que le marché potentiel se justifie l'investissement? Ça ne sert à rien de dépenser plus cher pour un brevet que ce que vous allez en récupérer comme argent. Le brevet est là pour faire gagner de l'argent à la base, pas pour en faire perdre. Est-ce que je peux faire face à la contrefaçon? Ça aussi c'est important parce que s'il y a de la défense derrière, il peut y avoir des coûts liés à la défense. Si vous allez aux États-Unis,
Eh bien, il faut savoir que aux États-Unis, le premier courrier de l'avocat, c'est 700 000 $. Voilà. Et après, c'est 1 million tous les ans. Paf. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose que dans le système judiciaire français ou européen. Et si on ne le sait pas, évidemment, on dit, youpi, j'ai un brevet américain, ouais, ben, c'est bien, mais après, pour le défendre, 700 000 $, il faut les sortir. Hein. Bon, ça explique aussi pourquoi, même les grands comme Apple et Samsung, qui n'ont pas un avocat, mais 50 minimum, 1 million de $, chacun, au bout d'un moment, ils s'assoient autour d'une table et puis discutent. Le système américain, il incite à transiger. Alors, en France, on fait à première instance appel, cassation, c'est pas grave, ça ne coûte rien. Caricature, ça coûte un petit peu quand même, mais rien à voir avec d'autres pays. Et donc voilà, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce brevet? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Le brevet, pourquoi faire? Et donc, il faut se poser toutes ces questions-là avant d'y aller et de prendre la décision par rapport à cet outil-là. Et une fois que vous avez pris votre décision, après, vous pourrez revenir nous voir pour savoir comment on fait au niveau de la procédure en tant que telle, même si je vous l'ai mise. Je vous ai donné les étapes. Je ne vais pas la présenter parce que ça serait trop long. Et puis, c'est pas encore une fois pas le lieu, mais je vous l'ai mis pour information. Et donc, il y a différentes étapes pour le dépôt du brevet, notamment en France, puis après à l'international. De toute façon, le support vous sera diffusé. De toute façon, je le laisserai au pépite. Oui. Par exemple, pour le secteur de l'agroalimentaire. Oui. Si je prends un exemple, par exemple, Bonne Maman, eux, ils protègent leur marque, etc. Oui. Mais comment ils vont aller, par exemple, protéger un yaourt qui serait une innovation? Ils peuvent le faire. Les recettes, elles ne sont pas protégeables. Les recettes, non, elles ne sont pas protégeables. Coca-Cola, c'est pas protégé, c'est du secret. Mais d'ailleurs, ça fait partie de leur campagne marketing. Ils montrent le gros coffre aux États-Unis avec une double porte comme ça, avec en principe la recette derrière. Ça fait partie de la légende. Mais ça fait partie, on va dire, du système. Les recettes, comme les parfums, par exemple, ne sont pas protégeables au sens en tant que tel. Parce que ça ne sont pas considérés comme des améliorations techniques, puisque c'est l'amélioration gustative ou d'odeur, et donc c'est spécifique à chacun. C'est pas quelque chose qui est perceptible de la même manière par tout le monde. Après, si le yaourt, c'est comme le flacon de mon parfum tout à l'heure, vous avez mis des inserts à l'intérieur et que le plastique est particulier, pourquoi pas? La bouteille Waterman, là encore je vais passer pour un ancien, mais la bouteille Waterman pour l'encre quand vous écriviez à la plume, eh bien la bouteille Waterman avait une forme très particulière et elle avait été brevetée parce que c'était une nouvelle technologie de soufflage du verre. Pas du soufflage, mais c'était de compression, mais peu importe. En tout cas, la forme de la bouteille était très particulière. Et ça d'ailleurs, c'est devenu un emblème, cette forme un petit peu particulière, par la suite. J'ai répondu? Oui. D'accord. Hop. Donc ça, pareil, hein, bon, c'est juste pour les coûts, malgré tout, je voulais vous le rappeler. Hein. Ça coûte un brevet au sens où c'est un investissement. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le côté... il faut réfléchir à l'investissement du brevet. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir. Une demande française, entre 3 et 6 000 euros aujourd'hui. Bon, moi j'ai mis 4 6 000, mais c'est pareil, entre 3 et 6 000 euros. Donc honoraires de cabinet inclus, hein, évidemment. Hein. Là, ce sont des coûts avec l'apport d'un spécialiste qui vous accompagne. Vous en avez pour 3 à 6 000 euros. Et puis, vous voyez, dès qu'on passe l'Europe, et puis si on rajoute quelques pays, États-Unis, Japon, bon, on va arriver à des 40 100 000 euros, hein, facilement, en fonction du nombre de pays que vous avez rajouté. Et ça, alors c'est pas évidemment ce que vous allez sortir la première année, ce sont des coûts qui sont répartis sur un temps un petit peu sur les 3-4 premières années, malgré tout. Mais c'est la somme qu'il faudra débourser pour l'obtention du brevet, sachant qu'après, il faut payer tous les ans. Donc il faut faire attention à ça. Ça, j'en ai parlé aussi, brevet et secret, donc ça, je passe, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Et je voulais juste terminer, donc, sur les outils, je vous l'ai promis, sur les outils de veille. Donc, le brevet, c'est super intéressant parce que ça permet, encore une fois, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, de vérifier ce qui existe, d'éviter des contrefacteurs, de connaître ses concurrents aussi, parce que dans les recherches de brevets, on peut faire des petites surveillances, on surveille le concurrent. Ça permet aussi de savoir avec qui on va travailler, soit pour trouver des experts, parce qu'on se dit, tiens, j'ai besoin d'un expert dans la nanotechnologie, et donc je vais trouver le spécialiste de la techno, ou alors, ça permet de savoir avec qui ne pas travailler. Vous avez identifié par exemple le professeur Machin de l'université de Marne-la-Vallée. C'est quand même pas mal, avant de travailler avec lui, de vérifier s'il n'a pas bossé principalement avec vos concurrents. En principe, d'ailleurs la déontologie voudrait qu'ils vous préviennent, mais c'est quand même pas mal de le savoir. Et donc ça, vous pouvez le retrouver.
hein, puisque le brevet sera déposé au nom d'une entreprise, mais les inventeurs qui ont participé au développement de l'invention seront cités quand bien même ils sont extérieurs à l'entreprise initiale. Hein, donc on peut savoir comme ça quel laboratoire a travaillé avec qui, globalement. On fait des croisements. Alors après, soit vous avez l'information brute, soit en forme de texte, mais après vous avez des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle des panoramas, et donc des histogrammes qui vous permettent de voir un petit peu les évolutions, de voir s'il y a beaucoup de brevets dans le domaine. C'est parfois intéressant de savoir si vous êtes tout seul ou si vous êtes en train d'essayer de monter une montagne où il y a déjà beaucoup de monde, si c'est un peu bouché. On va faire des matrices qui vont permettre de voir qui travaille avec qui. Donc il y a plusieurs possibilités de représenter ça graphiquement qui permettent d'analyser mieux que parfois 200, 300, 1500 brevets qui sortent. Alors aujourd'hui avec le Big Data, on a des outils même de cartographie qui vont analyser plusieurs dizaines de milliers de brevets en même temps. Ce qu'on ne peut pas faire évidemment de manière humaine. Encore une fois, je l'ai mis, c'est gratuit, c'est libre de droit. Super important. 2 outils, et je finirai là-dessus. Le service en recherche brevet, vous avez 2 outils. La base de recherche que propose l'INPI. Et donc, dans cet outil-là, vous avez toutes les demandes françaises, européennes et internationales avec titre et résumé traduit en français depuis 1978. Vous avez à peu près 7 millions de documents qui sont accessibles sur cette base interrogeable en français. Et ensuite, une fois qu'on a envie d'aller un peu plus loin, une fois qu'il faut aller plus loin, vous avez la base internationale qui propose, enfin une base internationale, et celle que je vous propose, c'est celle qui est développée par l'Office européen des brevets qui s'appelle ESPACEnet. Et là, alors là, il faudra que je mette à jour, hein, parce que là, en un an, on est passé à 90 millions de documents en provenance de 90 pays qui sont accessibles libre et gratuitement. Donc l'intérêt d'utiliser les 2 outils, c'est déjà commencer à faire une recherche, déjà en faisant des recherches par mots-clés en français, parce que là, dans ESPACEnet, c'est recherche par mots-clés en anglais uniquement. Donc recherche par mots-clés en français dans la base française, de commencer à regarder un petit peu dans quels sont les domaines technologiques qui sont ceux de relevant de la catégorie d'invention que vous avez développée, et envoyer ensuite ces domaines technologiques qui sont des codes de classification. Mais ça, je vous en parlerai éventuellement un autre jour. Envoyer ces domaines technologiques dans l'outil, et là vous allez retrouver tous les brevets du domaine technologique concerné. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, et je suis pile à l'heure, ce qui est assez rare, puisque je suis très bavard sur le sujet. Avec ce même slide, avec ces mêmes diapositives, je peux faire 3 heures. Eh ben, merci pour la performance. Merci pour la présentation, Sébastien. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Il y en a eu d'autres, Gladys, ou pas? Non. Non. Moi j'ai une question. Oui. Si on fait des recherches, on voit qu'un brevet existe déjà, mais dans un secteur qui serait complètement différent, ou avec une application qui serait complètement différente. Ça tombe quand même sous le coup de ce brevet-là? Ça mérite d'être creusé. Si l'application est vraiment très éloignée, il y a des choses qui sont envisageables. Sinon, après, il y a des problématiques de licence éventuellement obligatoires, des licences à acquérir. C'est-à-dire que voilà, pour vous développer vos technologies, vous aurez besoin d'acheter le droit d'utiliser une brique qui n'est pas la vôtre. Donc, oui, c'est vrai que si on est dans des secteurs différents, ça peut les intéresser de vendre ce brevet-là. Oui, parce qu'ils n'y avaient pas pensé éventuellement. Ouais. Ça peut être une possibilité de négociation. Parce que ça permet d'ouvrir leur marché vers quelque chose, un secteur qui n'est pas concurrentiel, et donc de vous accorder cette petite brique techno, ou alors éventuellement, si le secteur est vraiment, si vous avez vraiment pris un élément et le secteur est très éloigné, il y a des possibilités après. Ouais. C'est envisageable. Merci. Merci. Merci.